Ligne droite, vue de haut, Liselotte Dutreuil. Bonjour Liselotte Dutreuil. Bonjour Maud. Sans transition. Bonjour jamais, mais c'est pas grave, on est déjà au taquet. Bonjour chers auditeurs. Alors ce matin, je reçois Philippe Prigent, avocat au barreau de Paris, que vous connaissez puisqu'on l'avait déjà reçu pour parler justement de la nomination de Michel Barnier à la tête du gouvernement. Aujourd'hui, on le retrouve à nouveau pour parler de ce fameux gouvernement qui a été nommé dans le week-end. Bonjour Philippe Prigent. Bonjour. Alors, je vais commencer de façon très brute, justement. Que pensez-vous de ce nouveau gouvernement ? Quelle a été votre réaction à l'annonce de ces noms ? Alors, la clarification était vraiment souhaitable, parce que lorsqu'on a vu qu'était nommé Michel Barnier, la question se posait de savoir qu'est-ce que Michel Barnier ? Michel Barnier, encore une fois, quelqu'un d'intéressant, pendant pratiquement toute sa vie, entre guillemets, centriste, très partisan du contrôle européen sur la France, très partisan des dépenses publiques pourvu que l'argent aille aux retraités et aux entreprises publiques. Donc quelqu'un qui n'était pas très différent de Jean-Pierre Raffarin, en plus mince, quoi. Un peu plus classe quand même. Ou de l'autre, on avait vu apparaître une sorte de Michel Barnier différent en 2001, pendant la primaire des Républicains, et là qui nous disait il faudrait essayer de transformer la France en démocratie, c'est-à-dire que quand les gens votent pour quelque chose, on va faire ce que les gens ont décidé, plutôt que leur imposer, notamment au sujet de l'immigration, les desiderata des juges, parce qu'on peut présenter les choses de toutes les manières, mais fondamentalement, si les grandes décisions sont prises par les juges, ça veut dire qu'on vit pas dans un système démocratique, on vit dans un système oligarchique. On laisse les gens voter de temps en temps, c'était pas quelque chose de très original, hein. Un système oligarchique où les gens peuvent voter pour les détails, mais les grandes décisions sont prises par des magistrats non élus. Ça existe dans l'histoire. Venise fonctionnait comme ça, Rome fonctionnait comme ça. Le Royaume-Uni était largement de ce type aussi. Donc, on pouvait se poser la question de savoir, tiens, est-ce qu'on n'a pas quelqu'un qui a fait son chemin de Damas et qui a évolué? Et là, nous avons une annonce très claire de la ligne politique via le gouvernement qui a été nommé. Et ça, je trouve que c'est vraiment très bien parce que ça clarifie les choses. Bon, en fait, Michel Barnier, c'est Jean-Pierre Raffarin. Voilà. Alors, encore une fois, j'insiste sur le fait qu'il est plus classe. À tout prendre, autant en avoir un qui ressemble un peu à quelque chose, qui soit un peu poli, c'est-à-dire qu'on va continuer à aller vers la submersion migratoire et la faillite, mais quelqu'un qui présentera un petit peu mieux que Gabriel Attal. Je me suis toujours dit que de la part des violonistes du Titanic, il y avait une sorte d'élégance à se dire, bon, de toute façon, on va couler, c'est plié, mais on va quand même continuer à jouer au lieu de mettre du rap. Voilà, c'est exactement. On a les violonistes du Titanic, et d'ailleurs, comme tout orchestre, il faut un chef d'orchestre, mais il faut aussi des musiciens, et on a vu arriver des musiciens qui sont tout à fait adaptés pour jouer les derniers violons sur le Titanic. Est-ce que vous pensez que Michel Barnier a conscience justement de cette faillite de la France dont vous parlez ? Est-ce que tous ces choix, finalement, c'est simplement pour faire durer l'histoire, mais qu'au fond, il n'y croit plus ? Ce serait assez grave de la part d'un chef de gouvernement d'expliquer que finalement, tout ce qui va être mis en place, c'est pour allonger un peu la vie, mais qu'au fond, on sait très bien comment ça va finir. Alors, vous posez une excellente question qui, malheureusement, impose de se demander dans quelle mesure ces gens ont-ils des notions de maths. Je ne sais pas. Parce que, je ne vais pas revenir sur le Covid, où on a quand même vu un niveau mathématique qui faisait assez peur. Mais là, si on regarde avec des yeux froids et rationnels, on se dit, pour les deux questions qui sont les finances et l'immigration, il y a d'autres questions importantes, mais grosso modo, on va dire que c'est les deux questions les plus importantes. Si on regarde rationnellement, on se dit, mais évidemment, il y a un problème. On a un déficit d'à peu près 170 milliards d'euros. C'est absolument catastrophique, évidemment. Il y a un article qui est encore sorti hier qui exposait qu'au moins la moitié de la dette publique était due au paiement des retraites. On a des retraites en France qui sont extraordinairement élevées en moyenne. Il y a des retraites basses, mais il y a des retraites élevées qui sont extrêmement élevées et qui consistent à saigner les actifs énormément dans un contexte de très faible natalité. Donc on sait que les dépenses sont gigantesques, et notamment les dépenses de retraite et de santé et les retraites pour les seniors. Et de l'autre, on sait aussi, quand on regarde les chiffres, c'est assez net, que l'immigration est énorme et qu'en plus, comme on a une très faible natalité,
il y a un véritable changement de population. On peut trouver ça bien ou mal, mais il suffit de se promener dans les rues de Paris ou de n'importe quelle grande ville. C'est un Mm. peu moins net en dehors des grandes villes, mais pour s'apercevoir que visiblement, il y a un changement de population et qu'on va, d'une certaine façon, on est en train de vivre le rêve des partisans de l'Algérie française, d'avoir un pays qui est à moitié algérien ou équivalent. Pourquoi pas, hein, mais ça se voit. Et là-dessus, vous me posez la question, et vous avez raison, de Michel Barnier s'en rend-il compte? Et c'est très difficile parce que je n'arrive pas à me rendre à savoir si les Michel Barnier, Gabriel Attal, Emmanuel Macron, enfin toute la bande de génies qui nous a mis là, et puis leurs prédécesseurs, on avait les Chirac, Jospin et compagnie, se rendent compte de ce que je suis en train de dire mathématiquement. L'idée de s'il y a une faible natalité, qu'il y a des gens qui viennent qui, au moins en première génération, ont beaucoup d'enfants avec une très forte immigration, bah forcément, vous avez une faible natalité et une forte immigration, avec elle-même une forte natalité. Il va y avoir un changement de composition de la population, ça paraît assez net. Et de l'autre, quand on regarde le budget, bon, on a eu à peu près 1000 milliards de dettes de la part de Macron au cours des 7 dernières années. C'est l'augmentation la plus rapide de la dette que la France ait jamais connue en temps de paix. On a Mm. connu des augmentations de dettes de ce type, mais à ce moment-là, on était en guerre mondiale. Donc, je dis pas que c'est bien, mais au moins, il y avait un peu une excuse. Là-dessus, je ne suis absolument pas sûr qu'ils s'en rendent compte. Et il y avait un passage très intéressant il y a 2 jours, 3 jours ou 2 jours du nouveau ministre de l'économie qui arrivait. Et je me suis demandé s'il était sincère ou s'il se moquait du monde, Mm. parce qu'il a dit je succède à Bruno Le Maire et j'ai la chance d'hériter d'un tel bilan. Et vous avez le type qui arrive dans une entreprise qui est littéralement au bord du dépôt de bilan et qui dit je remercie mon prédécesseur. Là, vous vous demandez s'il est en train de se moquer de la salle, Il y du en a propre beaucoup de son qui l'ont politique. pensé d'ailleurs. Il y en a beaucoup qui ont pensé que c'était de l'ironie avant de réaliser que ce n'était pas le cas. Mais exactement. Et ce type est quand même en charge des finances. Alors les finances sont toujours importantes, mais c'est encore plus important en ce moment, rapport au fait qu'on est en faillite. Donc, on peut se poser la question de savoir, comme pour Michel Barnier, c'est un des membres de cette équipe gouvernementale les plus importants. Est-il complètement incapable de se rendre compte de la situation ou se dit-il, bon, je vais essayer de faire durer, mais il y a quelque chose à faire aussi? Je n'arrive pas à vous le dire. Mm. Je ne peux pas savoir si ces gens-là sont conscients de la gravité de la situation. Il y a un côté, de toute façon, alors peut-être en termes d'âge, se dire après moi le déluge, il y a clairement une partie de ça dans la population, faut pas se mentir. Néanmoins, difficile de faire une analyse, dire psychologique là-dessus, puisque nous ne, nous voyons bien que les faits n'ont pas l'air d'avoir énormément d'importance aux yeux de ces gens. Ouais. Comment les Français ont-ils pris justement ces nominations, Philippe Prigent? Parce que j'en ai un peu discuté autour de moi, j'ai demandé à des proches, à des moins proches, à des gens que je ne connaissais pas réellement, et finalement, il y en a beaucoup qui n'en ont plus rien à faire, sincèrement, qui ont lâché l'affaire Alors, avec la politique française. ils n'en ont plus rien à faire, et je vais vous dire, ils ont raison. Mais pourquoi? Ce pays a fonctionné pendant un peu plus de 2 mois, 2 mois et demi, avec un gouvernement démissionnaire. Et ça n'a pas trop changé. Pourquoi? Vous allez Parce nous que le dire. le, l'administration contrôle tout et le pays est en pilote automatique. C'est-à-dire que quand vous êtes le Titanic et que vous êtes en train de couler, sauf si vous essayez vraiment de sauver le navire, n'avez pas vraiment besoin de capitaine. On a besoin de capitaine pour essayer d'éviter les esquives. On a besoin les récifs. On a besoin de capitaine pour essayer de sauver le navire lorsqu'il est en train de couler. Mais si vous ne faites rien, pourquoi avez-vous besoin d'un capitaine? Je vais être un peu provocateur, mais la dette, enfin le budget, comment ça fonctionne? Le budget, c'est chaque année, on a la pression fiscale parmi les plus élevées au monde, hein. On confisque énormément d'argent aux gens qui travaillent, ici, pour payer alors les intérêts de la dette qui s'est accumulée, mais des retraites géantes, un bon nombre de fonctionnaires dont administratifs qui servent pas à grand-chose. Les fonctionnaires sont sur le terrain, mais les administratifs servent massivement à rien. Un peu d'aide pour les immigrés qui arrivent. Bon, pourquoi avez-vous besoin d'un ministre des Finances si l'idée c'est simplement qu'on ponctionne d'un côté, que de l'autre on dépense sans faire attention et qu'on comble au milieu en s'endettant de plus en plus? Vous n'avez pas besoin de ministre de l'économie et des finances en France. Même chose sur pour le ministère de la Justice.
Alors, on parle souvent du ministère de l'Intérieur en disant la lutte contre la délinquance et le ministère de l'Intérieur. Soyons clairs, le ministre de l'Intérieur n'a aucun rapport avec la lutte réelle contre la délinquance. Pourquoi? Parce que la police judiciaire est sous l'autorité des procureurs et les procureurs sont sous l'autorité du ministre de la Justice. Donc, le ministre de l'Intérieur, c'est maintenir l'ordre, mais c'est pas ça qui va résorber la délinquance. Ça va aider, hein, mais c'est pas ça qui va résorber la délinquance. À un moment, il faut mettre les gens en prison si vous voulez obtenir des solutions. Aujourd'hui, les procureurs sont complètement en roue libre. C'est-à-dire que les procureurs font ce qu'ils veulent. Vous avez une pratique en France, il y a plein d'autres problèmes, mais qui est bien connue, qui est la correctionnalisation notamment des viols. En France, pas que c'est rassurant, mais aujourd'hui, les procureurs ont décidé, parce que ce sont eux qui requièrent les peines, qu'en fait, le viol, bon, si c'est votre première fois, ça va être surtout du bracelet électronique. Voilà, c'est ça qu'ont décidé les procureurs. Bon, c'est amusant, c'est qu'ils sont de gauche, enfin ils sont de gauche et féministes, mais bon, grosso modo, le viol n'est plus vraiment un crime dans ce pays. Mais là-dessus, quand les procureurs font ce qu'ils veulent et qu'il n'y a plus de contrôle de la part des ministres de la Justice successifs, parce que dans un pays normal, les procureurs seraient convoqués, on leur dirait voici vos instructions, désormais vous allez requérir ça, ça, ça et ça. Et si jamais vous continuez à m'expliquer que un viol, ça justifie 6 mois de prison et 18 mois de bracelet électronique, vous êtes viré. Ce qui se passerait dans un pays où il y a un capitaine pour lutter contre la délinquance et la criminalité. Mais là, vous n'en avez pas. À quoi sert le ministre de la Justice? Non, mais vraiment, je veux dire, à quoi sert un ministre de la Justice? Et on peut mettre Dupond-Moretti, Didier Migaud ou n'importe quel autre clown. On avait mis Rachida Dati, c'est vous dire que vraiment le poste n'est pas important. On n'a pas besoin de ministre. Et je pourrais continuer comme ça sur à peu près tous les postes. Vous voyez Stéphane Séjourné. Stéphane Séjourné était ministre des Affaires étrangères. Bon, l'administration française, en substance, n'a plus vraiment de diplomatie. Je veux dire, on va être clair, on est un pays vassal des États-Unis, une sorte de vassal commun des États-Unis et de l'Allemagne. On peut trouver ça bien, on peut trouver ça mal, mais c'est comme ça. On n'a pas de politique étrangère autonome. On suit la puissance dominante qui est beaucoup plus riche, beaucoup plus culturellement influente et à laquelle nous estimons que nous devons énormément. Donc, on n'a pas vraiment besoin de ministre des Affaires étrangères. Ouais. Donc, vous n'avez pas de ministère. Les gens se disent, c'est pas important, je lui accorde pas trop d'importance. Mais ils ont raison. Et d'ailleurs, quand vous regardez les ministres qui sont nommés, ils n'ont absolument aucune ligne politique, donc peu importe que ce soit Jean-Pierre ou un autre. Vous prenez Bruno Retailleau. Bruno Retailleau va se retrouver dans un gouvernement macroniste, alors qu'il a été, à une époque, le bras droit de Philippe de Villiers. Bon, ça veut dire que Bruno Retailleau, un type très sympathique, il a juste envie d'être là et d'avoir un joli poste, parce que ce que je peux comprendre, s'il était dans le secteur privé, il n'aurait pas du tout l'argent et le statut social qu'il a là. Donc, nommer un minable plutôt qu'un autre pour qu'il puisse faire carrière et gagner un peu d'argent, c'est normal, les gens n'y accordent pas d'importance. Ces ministres sont complètement ectoplasmiques. Ils ne correspondent à aucune ligne politique, aucune conviction. Donc, à partir du moment où c'est juste une question de personne et qu'il n'y a absolument aucune conviction autre que on continue à faire ce que décide l'administration, la haute administration de Macron et compagnie, mais à ce moment-là, si vous ne connaissez pas personnellement les ministres, c'est-à-dire que si ce n'est pas un de vos copains ou un bonhomme que vous détestez, vous n'avez pas de raison d'accorder de l'importance à leur nomination. Ouais. Vous parlez de ce manque de conviction, mais avant la nomination de Michel Barnier, notamment, beaucoup parlaient de ce fameux gouvernement de techniciens qui pourrait faire du bien à la France, avec justement des profils qui maîtriseraient les mathématiques et qui pourraient appliquer un plan strict, purement rationnel. Est-ce que ce gouvernement, on ne pourrait pas dire justement que c'est un gouvernement de techniciens, effectivement, peu de conviction, mais beaucoup de boulot sur la table, et puis peut-être une façon de procéder qui sera plus méthodique et plus froide? Philippe Prigent. Alors, gouverner et avoir de la technique, ça peut être très bien, mais il faut que vous ayez un cap. Vous sachiez où vous voulez aller. C'est-à-dire que vous pouvez être un très bon capitaine de navire, mais si vous n'avez pas envie d'aller quelque part, si vous ne cherchez pas à aller amener quelque part, ça ne va mener à rien. Et là, en l'occurrence, quand on dit technicien de la politique, on a eu quelqu'un, du point de vue technique, qui était bien meilleur juriste que l'était l'immense majorité de ses prédécesseurs, c'était Éric Dupond-Moretti. On peut l'apprécier ou ne pas l'apprécier, moyennant quoi il est évident que du point de vue technique, notamment en matière pénale et en procédure pénale, il était bien meilleur techniquement que l'immense majorité de ses prédécesseurs. Déjà parce qu'il connaissait le code pénal et le code de procédure pénale. Vous voyez, du point de vue technique, il est évident qu'Éric Dupond-Moretti était bien meilleur que ses prédécesseurs,
parce qu'il savait de quoi on parlait. C'est-à-dire que quand un procureur lui disait je ne peux pas poursuivre cette infraction, lui avait beaucoup plus les moyens, tant qu'il ne connaissait pas déjà la réponse de tête, de vérifier et dire non mais attends, je connais la jurisprudence, tu te moques de moi, il sait comment modifier la jurisprudence. Quand on lui dit le texte ne permet pas de faire ceci, il peut ouvrir et dire non mais attends, on va regarder ensemble l'article 368. Mais il dit pas du tout ça, l'article 368. Et puis 312.1, ça permet de faire ceci et ça permet d'avoir cette peine complémentaire. Du point de vue technique, il était évidemment bien meilleur que ses prédécesseurs. Pour autant, est-ce que vous avez eu l'impression que Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, c'était une immense réussite dans la lutte contre la délinquance? Non, évidemment. Deuxième personne qui était censée avoir le même niveau, un meilleur niveau technique, même si elle a eu son diplôme dans des circonstances bizarres, Rachida Dati. Rachida Dati était magistrate. Donc, je ne dis pas que ça aide à tout, mais elle a quand même des notions juridiques bien plus que la plupart des gens. Techniquement, elle est censée être meilleure, elle connaît quand même les codes, elle peut faire une recherche de jurisprudence beaucoup plus facilement que la plupart des gens. Emmanuel Macron était inspecteur des finances, il était censé inspecter les finances. Personne n'a jamais aussi mal géré ce pays financièrement que lui. Et pourquoi il est inspecteur des finances? C'est-à-dire que si on lui demande de regarder un tableur Excel, il sait regarder un tableur Excel. Si on lui demande de faire un calcul de dette future, il sait faire un calcul de dette future avec la dette, il connaît les multiples. Si on lui demande comment fonctionnent les finances publiques et la séparation des finances publiques, il a passé l'ENA. Donc, du point de vue technique, il est meilleur. Mais est-ce que vous avez déjà eu l'impression qu'un mec qui a passé l'ENA savait gouverner un pays? Mais jamais. Ces gens sont nuls. Oui, donc plus on en a, plus ils sont mauvais. Sans les compétences, enfin, sans conviction, les compétences techniques ne servent à rien finalement. Alors oui, et puis il y a des convictions sur des questions essentielles. Après, c'est une question de choix politique. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? C'est-à-dire que si vous avez une politique qui consiste à dire, ces gens, quand je dis ils n'ont pas de conviction, grosso modo, ils sont essentiellement d'accord sur tout et ça consiste à peu près à rien faire. Mais la conviction d'Emmanuel Macron, c'est que de toute façon, il est souhaitable de continuer à dépenser beaucoup d'argent et réglementer en matière économique. C'est ça qu'il fait. Et vous explique qu'on a affaire à un bonhomme qui nous a sorti à chaque fois qu'il y avait un problème, c'était quoi qu'il en coûte. Avec de plus en plus de contrôle administratif. Parmi nos auditeurs, il y en a qui sont sans doute pas entrepreneurs, mais pour ceux qui sont entrepreneurs et savent de quoi je parle, vous essayez de monter une entreprise en France, vous passez un temps en paperasse qui est hallucinant. C'est une destruction de valeur et vous avez énormément de contraintes qui font que pour créer votre entreprise, ça va être extrêmement compliqué. Ça, plus le montant des impôts qui est énorme. Les compétences techniques, effectivement, vous servent à faire ce que vous avez envie de faire, mais à la base, c'est un peu comme un chirurgien. Si vous n'avez pas envie de soigner le malade, le fait que vous sachiez où identifier le foie va pas beaucoup vous aider. Ouais, on imagine. Alors, il y a certains, je reviens un peu sur notre sujet, il y a certains ministres qui semblent être un peu sortis du chapeau, si vous me passez l'expression. Je vais parler d'Anne Gente, par exemple, qui a désormais le rôle de ministre de l'Éducation, alors qu'elle n'a jamais été associée de près ou de loin à des questions relatives à l'éducation. On s'interroge beaucoup, certains dénoncent même une erreur de casting, je cite. Est-ce que Michel Barnier a pu réellement choisir des profils qu'il jugeait, à raison ou non, pertinents pour justement mener à bien ces différentes missions, ou bien est-ce que c'est justement le signe qu'il était soumis à une tension telle entre l'ENFP, le Rassemblement national et Emmanuel Macron qu'il a finalement dû choisir des profils qui pouvaient à peu près faire consensus au milieu de tout ça? Alors, l'idée qu'il faille connaître, enfin avoir été associé à une question pour être compétent comme ministre me paraît complètement erroné. C'est-à-dire, celui qui était vraiment associé aux questions économiques, c'était Emmanuel Macron. Il a vraiment été très associé aux questions économiques. Il était inspecteur des finances à la base. Par plus, il s'occupait de l'économie à la commission Attali. Il a préparé la campagne de François Hollande. Il a travaillé avec François Hollande sur les questions économiques. 1000 milliards de dettes. Donc, il connaît vraiment bien le sujet. Je suis vraiment désolé, mais si c'est connaître le sujet, mais être une cause de catastrophe dans le domaine, c'est pas une référence. C'est ça qui est arrivé à la fin des guerres napoléoniennes. Comme les Britanniques faisaient l'échec, ils ont dit maintenant, on va essayer de donner un peu de plus notre avis. Ils ont dit, on va essayer quand vous mettez des généraux face à Napoléon, il faudra essayer de prendre des types qui n'ont pas une longue histoire de la défaite face à Napoléon. Parce que d'un côté, ils connaissent le sujet, mais si vous avez été, mais pas côté français, à Austerlitz, Ulm, Friedland, Marengo, et compagnie, vous n'êtes peut-être pas une référence étant donné que votre CV, c'est une longue suite de défaites et d'humiliations. Donc, on va essayer de prendre des bons hommes, par exemple Wellington, qui n'ont pas une longue histoire de la défaite et de l'humiliation. Pour la France, c'était dommage, mais effectivement, vous pouvez comprendre que stratégiquement, c'était plutôt futé. Et là, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui avaient une longue expérience de ceci ou de cela,
qui connaissaient bien des sujets, mais en vrai, tout le monde sait que ce sont des nuls. Personne ne pense que Rachida Dati a été une réussite formidable au ministère de la Justice. Personne ne pense qu'Éric Dupond-Moretti a été une réussite formidable au ministère de la Justice. Gérald Darmanin, j'en parle même pas, alors qu'il était censé bien connaître les questions de sécurité. Tout le monde a vu qu'il était nul. Bruno Le Maire, longtemps associé aux questions économiques. Alors, il n'y a pas que sa faute, c'est surtout la faute de Macron. Mais enfin, Bruno, 1000 milliards de dettes, je suis vraiment désolé, il avait une bonne connaissance du sujet. Est-ce que vraiment c'était une bonne idée de le nommer? La réalité, c'est qu'ils ont pris des gens qui n'osaient pas trop d'hostilité. On est arrivé, et la formule de ce point de vue-là vient de mon excellent confrère et ami Pierre Gentillet, qui disait « On est revenu à la 4e République, au sens où ceux qui deviennent ministres ne sont pas ceux qui ont un soutien populaire, mais ceux qui ont le plus faible la plus faible opposition. La 4e République, à la fin, c'était ça. Il y avait un bonhomme qui a été élu président de la République, René Coty, simplement parce que lors d'un vote important, il n'était même pas là. Donc, on ne connaissait pas son opinion sur le sujet, étant donné que ce jour-là, il était malade ou il s'était fait porter malade en disant « comme ça, j'aurais pas de problème ». Mais on élit des gens qui vont faire le moins possible d'hostilité. Pas du tout l'enthousiasme, mais se dire c'est celui qu'on déteste le moins. Et c'est peut-être pour ça qu'on a choisi justement des gens qui n'avaient pas encore eu le temps de s'engager sur ces sujets. Maintenant, ma question justement sur la connaissance du sujet, finalement, avoir la connaissance d'un sujet, ça démontre aussi un minimum l'intérêt qu'on peut avoir pour ces questions. Et aujourd'hui, savoir qu'on a une dame à l'éducation qui ne s'est jamais penchée justement sur ces questions d'éducation, on est en droit de penser que c'est parce que ça ne l'a jamais intéressée. Et donc, c'est un peu inquiétant malgré tout, Philippe Prigent. Alors, vous avez des gens qui se sont beaucoup intéressés à la question, comme Papa Ndiaye, par exemple, qui s'intéressait énormément aux questions d'éducation. Je ne suis pas sûr que si vous avez des idées stupides, il vaut mieux que vous ne soyez pas trop passionné par le sujet. À la limite, je préfère encore quelqu'un qui ne s'intéresse pas trop au sujet, qui ne va pas faire de sottises, que quelqu'un qui s'intéresse au sujet et qui a des idées vraiment désastreuses. Mais du coup, c'est les deux seuls choix qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, en France, c'est les deux seuls choix qu'on a. C'est soit quelqu'un qui s'intéresse au sujet, mais qui s'avère être une catastrophe pour la France parce qu'il s'y intéresse mal, soit quelqu'un qui ne s'y intéresse pas du tout. Alors, de toute façon, oui, c'est un peu le seul choix qu'on a. Soyons clairs, les gens ont voté pour ça aussi, parce qu'au bout d'un moment, il faut arrêter de dire c'est pas de notre faute, il y a eu des élections et on a vu ce qui s'est passé. La ligne politique que vous pouvez porter en matière d'éducation dans un gouvernement comme le gouvernement Barnier, qui est soutenu par Gabriel Attal et compagnie, de toute façon, cette ligne politique ne pourra pas être faire en sorte que les gens fassent de bonnes études. L'idée si vous avez le soutien de la Macronie, c'est pour que l'école soit une garderie. Si vous commencez à expliquer que il va falloir remonter massivement de niveau en étant beaucoup plus exigeant, il va falloir insister sur la maîtrise du français et le fait d'avoir beaucoup d'élèves d'origine immigrée qui ne parlent pas vraiment français ou dont la famille ne parle pas vraiment français est un problème, il va falloir le résoudre. Il va falloir arrêter tous les délires ABCD de l'égalité et ainsi de suite. Il faudra déjà leur apprendre ABCD pour qu'ils apprennent à lire et écrire. Mais vous faites ça, Gabriel Attal arrive dans le bureau du Premier ministre et dit « Je veux la tête de ce ministre ». Oui, donc finalement, c'est les deux seuls choix qu'on a en Macronie. Exactement. Et alors, je vous rassure, ce sera la même chose avec le NFP. Si vous commencez à expliquer que la priorité, c'est de savoir lire, écrire, compter, plutôt que de faire l'ABCD de la sodomie quand vous avez 8 ans, là encore, vous êtes viré parce que vous êtes considéré comme un dangereux fasciste. Le temps avance, Philippe Prigent, j'aimerais vous interroger sur Benjamin Haddad, donc nommé ministre délégué à l'Europe. De 2019 à 2022, il a gagné 449 775 € au service d'un institut américain, l'Atlantic Council. Est-ce qu'il peut défendre les intérêts de la France ou est-ce qu'on doit comprendre que Michel Barnier a cédé devant les influences atlantistes qui animent déjà Emmanuel Macron? On le sait, puisque d'ailleurs il avait participé lui-même, on en a parlé vendredi, au programme des Young Leaders, Emmanuel Macron. Alors, je réponds à votre question, mais précisez, il n'a pas gagné 450 000 €. Ouais. Les États-Unis ont investi 450 000 € dans M. Haddad. C'est pas tout à fait la même chose. Il les a pas gagnés. Il n'a rien fait qui, évidemment, justifie cette somme. Les Américains ont mis en place un système très intelligent consistant à acheter les gens, purement et simplement. Mais ce qui est formidable avec ces mécanismes on donne de l'argent à quelqu'un alors qu'il n'a vraiment rien fait, c'est que déjà on envoie le signal à tout le monde que on a des pions, on a acheté des gens, et en plus on va pouvoir
on a le blanchiment d'argent qui vient en même temps que l'achat. Parce qu'avant, on avait des problèmes avec les valises de billets. Là, vous donnez de l'argent via un conseil de je ne sais quoi, une mission de consultant. Mm. Donc, le blanchiment est fourni directement avec le trafic d'influence. Donc, tout va ensemble, c'est extrêmement pratique. La, la situation de Monsieur Haddad, c'est une vaste farce. C'est-à-dire, ce type ne sait à peu près rien faire de sa vie. D'ailleurs, il n'a jamais été dans une entreprise normale pour faire quelque chose de réellement productif et qui va faire ce que disent les États-Unis. Là où les conséquences ne sont pas trop graves, je dis pas que c'est rassurant, c'est que nous avons vu que le ministre des Affaires étrangères pouvait être Stéphane Séjourné, c'est-à-dire un bonhomme qui est borderline illettré. Donc, visiblement, c'est pas un poste qui a des conséquences très importantes parce que les décisions sont prises à l'Élysée. Je ne serais pas étonné, dans un cas comme celui de M. Haddad, que l'un des aspects de la négociation avec Emmanuel Macron était je suis président de la République, je veux contrôler comme avant la politique étrangère parce que c'est histoire de domaine réservé. Donc mettez-moi un type un peu, enfin, je veux qu'un type de mon camp mais bas de plafond qui va pas trop me faire d'ombre et qui va pas m'embêter. Et c'est vrai que si vous cherchez un type bas de plafond qui va juste prendre l'argent sans travailler, Benjamin Haddad, 120 choix tout indiqué. Il y en a d'autres, mais clairement il est sur le podium. Mm. Évidemment, le bonhomme ne va pas défendre les intérêts de la France, mais il va probablement rien faire et Emmanuel Macron va continuer à décider parce que ça l'amusera de faire de la politique internationale, étant donné qu'il a un rôle plus faible sur le plan national. Je recentre sur ma question. Michel Barnier, qui lorsqu'il avait été élu, avait été pointé du doigt justement pour son rôle à l'Europe et il avait rebondi directement en affirmant qu'il allait défendre aussi les intérêts de la France au sein de l'Europe, qu'il allait défendre les intérêts de la France vis-à-vis des États-Unis. Est-ce que c'est son premier échec à Michel Barnier d'avoir dû nommer Benjamin Haddad à ce poste-là? Alors non, c'est pas véritablement un échec parce que de toute façon, il n'avait pas l'intention de Mm. défendre la France face à l'autorité américaine. Il n'avait pas l'intention de défendre la France en Europe. C'est le bonhomme qui a décidé de toute façon vous trahir. Le jour où il vous trahit, c'est pas un échec pour lui, c'est éventuellement un échec pour vous. Un bonhomme comme Michel Barnier avait un moment, enfin ça se voit dans toute la composition du gouvernement, n'a pas l'intention de s'opposer au nom des intérêts français aux desiderata de l'administration à Bruxelles. Mm. Donc de toute façon, il ne le fera pas. Et alors l'idée d'aller contre l'autorité américaine, c'est une vaste plaisanterie. Mm. Est-ce qu'on peut finir par parler d'Éric Ciotti? Il nous reste 2 minutes. Éric Ciotti qui a décidé de quitter les Républicains. Il dit ce gouvernement n'est pas un gouvernement de cohabitation, c'est un gouvernement macroniste avec quelques LR comme caution et alibi. Est-ce que vous comprenez justement cette citation Philippe Prigent? Est-ce que on le comprend un peu vu vos propos précédents, mais est-ce que vous abandonnez l'idée justement d'une influence des Républicains, d'une influence de la droite au sein de la Macronie pour ce nouveau gouvernement? Alors, si la droite aura une certaine influence, mais qui va se marquer sur les questions budgétaires. C'est-à-dire que la priorité des LR, c'est de faire en sorte que les retraites soient payées sans hausse d'impôts pour les retraités. Le parti Les Républicains, c'est pas un parti politique, c'est un huissier qui est là pour faire payer les retraites en prenant le plus possible d'argent aux actifs. C'est la seule ligne politique qu'ils ont. Et là-dessus, à l'intérieur du gouvernement, ils auront une influence. Alors, ce sera assez facile pour eux parce que les macronistes pensent à peu près la même chose, mais ils seront la garantie qu'on va continuer à bien prendre énormément d'argent aux actifs et bien sacrifier l'avenir pour payer les retraites. Là, ils auront une influence. Ok, bon. C'est pas... Alors, la question du budget, d'ailleurs, se profile. Il me reste 1 ou 2 minutes, Franck. On demande directement à la technique. Bon, bah, il m'entend pas. Il me reste 1 ou 2 minutes. Très bien, 2 minutes. Vous avez 2 minutes, Philippe Prigent. La question du budget, comment est-ce que ça va se profiler? Est-ce que les Français doivent s'inquiéter? Ah oui, les Français doivent clairement s'inquiéter parce qu'ils sont en faillite. C'est-à-dire que quand vous êtes un salarié dans une entreprise en faillite, faut vous demander comment je vais faire pour manger à la fin du mois, enfin, à la fin de l'année. Et là, effectivement, la question se pose. Il est effectivement extrêmement difficile enfin, il est impossible de traiter ce budget sans faire, le choix courageux qui serait de réduire massivement les dépenses. Enfin, ça risque pas d'arriver. Le deuxième point qui serait d'augmenter massivement les impôts. Ça paraît possible. Donc, ça veut dire que les gens vont le payer sous forme de réduction de leurs revenus. Rassurez-vous, c'est les actifs qui travaillent qui vont payer, hein. Si vous êtes quelqu'un qui travaille pas, ça va pas trop avoir d'effet sur vous. On va juste sacrifier l'avenir et les gens qui bossent et qui sont en âge d'avoir des enfants. La troisième possibilité, ça serait payé par tout le monde, mais ça reviendrait quand même sur les actifs, c'est de continuer à augmenter massivement la dette, parce qu'augmenter les impôts, les gens vont un peu grogner, tandis qu'augmenter la dette,
Ça permet, alors un scénario à la japonaise, d'avoir de plus en plus d'inflation, bien sûr. Donc ça rogne les revenus des gens, pas les retraités heureusement puisque leurs pensions à eux sont indexées, puis les minima sociaux aussi pour les immigrés aussi sont indexés. Donc ça c'est cool pour eux, ils sont protégés. Les autres par contre ça va pas être jojo. Mais ça veut dire que de toute façon, on va savoir si on va être volé de façon directe par l'impôt ou de façon indirecte via la création continue d'argent magique pour financer la dette. Mais effectivement, si vous avez de l'argent de côté, rassurez-vous, vous n'allez pas le garder. Merci Philippe Prigent pour votre ironie de bon matin. Merci aussi pour cette analyse du nouveau gouvernement. On va quand même continuer de suivre ça de près avec un point de vue assez froid de journaliste en espérant que justement on puisse avoir de bonnes surprises. Merci d'avoir été parmi nous et à très bientôt Philippe Prigent. Je rappelle d'ailleurs que vous êtes avocat au barreau de Paris.